Donc le sujet est donc les conséquences économiques et culturelles de l'inflation. Dans mon ouvrage qu'on avait eu la gentillesse de citer hier, donc l'éthique de la production de monnaie, il y a un chapitre 13 qui est consacré à l'analyse des conséquences culturelles et spirituelles de l'inflation décrétée. Donc je vous recommande cette lecture. Dans ma conférence, cependant, je vais aborder beaucoup d'autres points qui ne sont pas évoqués dans ce chapitre. Et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans ce chapitre. Voilà, pour être complémentaire. Commençons donc par la définition de l'inflation. Et puis, je vais me tourner vers les conséquences économiques et ensuite les conséquences culturelles de l'inflation ainsi définie. Comme vous le savez, il est standard, alors ceux qui font des études d'économie ou qui s'intéressent à la science économique contemporaine savent que l'inflation est typiquement définie comme une hausse soutenue du niveau des prix. Et en tant que définition, ceci est suffisamment opérationnel pour être utile. Chez les Autrichiens, on utilise en règle générale d'autres définitions, et le professeur Eabradou, hier dans sa conférence au premier cycle, avait souligné cet aspect. Donc on utilise l'inflation, selon laquelle l'inflation est une hausse excessive de la masse monétaire. Alors c'est quoi une hausse excessive de la masse monétaire? C'est donc une augmentation de la masse monétaire au-delà de ce qui se serait passé sur un marché libre. Et c'est là, effectivement, la définition que j'utilise dans mon ouvrage sur l'éthique de la production de monnaie. Cette définition est également utile, et elle est utile parce que justement elle nous met en position d'expliquer certaines conséquences qui résultent. Ça sera le sujet de ma conférence aujourd'hui. Et donc, a priori, en tant que définition, elle n'est pas supérieure ni inférieure par rapport à la définition conventionnelle aujourd'hui dans le mainstream de l'économie. Hein. Donc, un astuce pour vous, si jamais vous êtes engagé dans une discussion, il ne faut pas commencer à se disputer une demi-heure ou 3 heures, parfois ça va jusque-là, à se disputer comment est-ce qu'on devrait utiliser le mot inflation. Donc ça, c'est un jeu stérile. Hein. On ne veut pas passer son temps là-dessus, et je le dis parce qu'il y a des économistes qui le font. Je ne vais pas nommer des noms, mais il y a des économistes qui le font. Et voilà, ça, à mon avis, de cette manière, on tourne au rang parce que chacun insiste que, voilà, je vais utiliser le mot dans ce sens-là et l'autre, il désigne une autre chose. Donc on tourne au rang. Donc la raison d'être de la définition prévalente parmi les Autrichiens est simplement que celle-là est la plus utile pour raisonner, donc pour souligner les rapports causaux. Il y a très peu de rapports causaux universels, c'est-à-dire qui valent à tous les temps et tous les lieux, entre une augmentation soutenue du niveau des prix et autre chose. Ce n'est pas du tout le cas qu'une augmentation soutenue du niveau des prix entraîne un cycle économique, par exemple une crise économique. Ce n'est pas du tout le cas qu'elle reflète une croissance ou une décroissance. Donc, vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est un phénomène d'augmentation du niveau des prix, mais il n'y a aucun rapport a priori entre ce phénomène et d'autres phénomènes. Tandis qu'il y a beaucoup de rapports causaux universels qui existent entre une augmentation de la masse monétaire excessive et des phénomènes tels que la redistribution, les cycles économiques, etc., qu'on va aborder. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, je l'avais déjà oubliée, mais ce n'est pas grave, donc on va progresser. Donc, ayant cette définition à l'esprit, quelles sont les conséquences qui en découlent? La première, c'est celle qu'on avait discutée en quelque temps hier, ce sont donc les fameux effets cantillons. Hein, donc ah non, maintenant je me rappelle la deuxième chose. Voilà. La définition est également importante dans le contexte suivant. Un élément central, peut-être l'élément central, la particularité centrale de la théorie monétaire autrichienne par rapport à la théorie monétaire du mainstream aujourd'hui, c'est que les Autrichiens insistent en continuité avec Ricardo
et la currency school du XIXe siècle, que la masse monétaire en tant que telle est sans importance d'un point de vue macroéconomique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre la masse monétaire et la création de richesse. La masse monétaire peut être plus élevée, elle peut être moins élevée, elle peut croître, elle peut parfois même diminuer, et ceci n'a pas d'impact, certainement pas à long terme, sur la création de richesse. Donc ça, c'est une position très forte, et on n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus, donc je vous invite donc à méditer ce point et lire un petit peu. Vous lisez surtout Mises, Rothbard, aussi l'éthique de la production de monnaie. J'aborde ce point dans le 4e chapitre. C'est le point absolument central. Tout découle finalement de là. Donc la masse monétaire en tant que telle est sans importance dans le sens précis qu'on ne peut pas s'enrichir en augmentant la masse monétaire. D'où la futilité de tous les efforts, parfois vains, mais parfois couronnés de succès, d'augmenter la masse monétaire. Tout ce que ceci peut entraîner, c'est de favoriser les intérêts de certains groupes ou de certains individus, mais toujours aux dépens d'autres groupes, d'autres individus. C'est un jeu à somme nulle. Or, il y a une tentation, et certains sont tombés dans ce piège, de conclure de ce constat qu'on devrait figer la masse monétaire. Donc on devrait stabiliser la masse monétaire, on devrait faire en sorte que la masse monétaire ne bouge jamais. Et ceci est évidemment un excès, parce que déjà, ceci pose un problème sur le plan politique, parce que qui va réaliser ce beau projet? Donc il faut quelque chose comme un État. Et puis il faut soulever la question, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas bénéficier individuellement de la production de monnaie, tout comme on bénéficie individuellement de la production de tableaux, de lampes, etc. Qu'est-ce qui est faux dans la production de monnaie? Ce que les auteurs autrichiens critiquent, ce n'est pas la création monétaire per se et la redistribution qui en résulte, mais la création excessive, et donc la redistribution excessive, qui résulte d'une inflation, c'est-à-dire l'augmentation de la masse monétaire qui se fait par la violation des droits de propriété. Alors cette violation des droits de propriété peut se faire sous plusieurs formes. Aujourd'hui, il y a en particulier il y a deux formes qui sont importantes. Il y a le monopole des banques centrales et le cours légal par lequel on impose la monnaie des banques centrales sur le marché. Il y a une violation des droits de propriété parce que les utilisateurs ne sont plus libres de choisir la meilleure monnaie. Ils sont plus libres de proposer leur propre service de producteur de monnaie, proposer d'autres produits alternatifs. Et il se fait aussi par la création de monnaie par les banques à réserve fractionnaires, certainement dans le cas où cette création monétaire est frauduleuse. Or, inflation dans ce sens très large, donc augmentation de la masse monétaire de manière excessive qui se fait par la violation de droits de propriété, peut en principe se faire de manière spontanée. C'est-à-dire, il peut y avoir de la fraude individuelle. Donc, même sans État, il peut y avoir inflation dans ce sens. La particularité de l'État, c'est qu'il rend l'inflation institutionnelle. Donc, si l'État met en place une banque centrale, s'il entérine le système des réserves fractionnaires par différentes interventions monétaires, alors il institutionnalise l'inflation dans notre définition. L'inflation devient alors une inflation décrétée. Et ce type d'inflation est important parce que, justement, en raison de sa perpétuité, de sa pérennité, les gens, les participants au marché commencent à s'habituer et donc ils développent des habitudes pour gérer l'environnement économique imprégné par cette inflation. D'accord ? Et ce sont ces habitudes-là qui sont intéressantes, surtout d'un point de vue culturel. Ça transforme vraiment une culture. Je vais donc revenir là-dessus. Bon, maintenant, les conséquences économiques. Le premier, donc, il y a 9 conséquences économiques que je vais souligner. Vous commencez votre liste. Avant de commencer,
On va brièvement évoquer une fausse conséquence qui est typiquement évoquée. Alors, chaque fois que je demande à mes étudiants, alors quels sont les effets nuisibles de l'inflation? Parce qu'ils viennent tous, ils ont cette idée, oui, l'inflation c'est pas bon après tout, c'est mauvais. Alors pourquoi est-ce que c'est mauvais? Voilà. Et là, la réponse que j'ai toujours, c'est ça décourage la consommation. C'est ça. Hein. La montée des prix, donc eux, ils pensent évidemment inflation-prix, donc la hausse générale du niveau des prix, hausse soutenue du niveau des prix, ça décourage la consommation, décourage les dépenses à la consommation. Or, si vous y pensez, c'est pas complètement absurde dans la mesure où c'est évidemment un raisonnement microéconomique. Hein. Si on regarde un marché individuel, un bien individuel, il y a montée des prix. S'il y a montée des prix, moi je vais acheter moins de ce bien. D'accord? C'est normal, donc je vais dépenser moins, je vais consommer moins. Donc c'est ce type de raisonnement. Ce qui est faux là-dedans, c'est évidemment que lorsqu'il y a une hausse des prix, il y a quelqu'un qui paye les prix. D'accord? Quelqu'un est en mesure de payer les prix. Et notamment lorsque la hausse des prix résulte d'une augmentation de la masse monétaire. Donc ça veut dire qu'il y a davantage de monnaie qui est dépensée sur les biens, et les biens dont la quantité n'a pas bougé a priori. Donc c'est normal que les prix augmentent. Les prix augmentent simplement parce que les gens dépensent beaucoup plus d'argent sur les biens. L'argent est devenu moins rare relativement aux biens. Donc les prix monétaires augmentent. Il n'y a pas de réduction, il y a une hausse des dépenses à la consommation, et a priori, il n'y a pas de réduction de la consommation réelle. L'inflation n'a a priori rien à voir avec la consommation. Les deux peuvent être liés dans certains scénarios que nous pouvons imaginer. Par exemple, imaginez qu'il y a une peste, ou il y a un tremblement de terre, ou quelque chose comme ça, et une grosse partie de la production est détruite. À ce moment-là, les biens deviennent plus rares. Donc, à ce moment-là, c'est clair. Donc, puisqu'il devient plus rare, relativement à la masse monétaire, les prix vont augmenter et aussi les quantités consommées vont diminuer aussi. Donc là, les deux vont ensemble. Donc c'est possible, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et dans nos temps inflationnistes, en règle générale, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut écarter cette conséquence-là. C'est une conséquence un peu accidentelle, très particulière. Nous, on s'intéresse aux conséquences générales ou universelles de l'inflation, et en particulier de l'inflation décrétée. Alors, la première de ces conséquences, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, quand j'ai démarré, c'est les effets contingents, donc la redistribution. Et cette redistribution, évidemment, peut être massive. Atteindre une dimension impossible dans les systèmes monétaires autres que le système monétaire basé sur la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie très largement dématérialisée. Alors, on peut produire autant de monnaie qu'on veut. Ça coûte... les coûts de production sont quasiment zéro par rapport à la valeur faciale des billets qu'on crée, la monnaie électronique qu'on crée. Donc on peut en faire autant qu'on veut. Et ceci entraîne donc une énorme redistribution des revenus et du patrimoine surtout.